Bonsoir, bonsoir. On va pas faire le temps avec les protocoles aujourd'hui. On va commencer. Roland, bonsoir. Bonsoir DMG. Par rapport à l'autre qui est d'abord monté, ici là je ne vois pas. Ici là elle est au vert. Donc on lui dit tout rouge. Donc ça va déranger. Excusez-nous, pardon, on s'excuse. Ok, je viens encore avec une nouvelle, avec l'histoire de... En tout cas, c'est pour vous dire ceci que attention aux mauvais amis et d'envier les gens. Je viens avec l'histoire, mon frère allait en province, je vais dire au village, à l'ouest plus précisément. Il allait un enterrement là-bas d'un jeune. Et c'est fini comme un film comment avec les films avec les épées là, on appelle ça quoi? Parce que c'était vraiment grave. Le papa explique que son fils vivait carrément... En fait, quand on les attrape, voilà ce que le jeune explique. Que son fils vivait carrément au village. Et il y avait son ami, il était benskiner. Son ami, lui, il travaillait. Lui, il fréquentait, le défunt il fréquentait. Et son ami, il était benskiner. Son ami lui dit carrément que tu fais quoi à l'école? Moi, je suis benskiner depuis, ça me donne beaucoup d'argent, je m'en sors bien. Toi, tu dis que tu pars à l'école, tu ne peux pas gagner ce que moi je gagne. L'école va te donner quoi? Voilà, les gens qui ont fréquenté, ils font quoi? Ils font toujours la moto comme nous et tout et tout. Pardon, laisse-nous ça, tu viens, je vais te montrer comment on cherche l'argent. Le gars a commencé à tourner, partir à l'école, il rentrait, le gars travaillait avec lui avec sa moto. Un jour, le gars lui dit ceci, ok, je vais te dire comment j'ai fait pour avoir la moto. Déjà, je vais t'acheter une moto. Et puis, je vais te dire comment tu vas faire pour économiser ton argent et investir. Son ami, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu me sauves la vie. Parce que là, il voyait déjà la vie facile. Le gars achète une moto, lui donne. Il lui dit, ceci, ok, je vais t'amener dans une réunion. À la réunion, là, tu vas cotiser 20 000 par semaine. En cotisant les 20 000 par semaine, tu auras les opportunités comme quoi. Tu vois souvent comment on fait nos réunions le dimanche. Tu manges, tu bois. Tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un. Tu cherches tes femmes comme tu veux. Tu bois ta bière comme tu veux. Tu n'as pas besoin de demander quelque chose à quelqu'un ni à tes parents. C'est même toi qui vas plutôt soutenir tes parents. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Il est entré carrément dans la tontine. Dans la tontine, il cotisait normalement. Il cotisait 20 000 par semaine. Et la tontine sortait 1,7 million. Il était content d'avoir lui. Ils étaient 70. Donc la réunion sortait dans un truc de 3 millions comme ça là. Son ami lui dit que les 3 millions là vont revenir à 6 millions parce que on a des boss qui nous soutiennent. Eux, quand quelqu'un bouffe 3 millions, lui, ils augmentent 3 millions sur ça et ça te fait gonfler le chiffre pour que tu puisses faire quelque chose avec l'argent. Le gars, tellement il était mis que mais les boss, ça sont les qui, que ce sont les gens qui soutiennent la réunion. Ils ne font rien avec l'argent, mais quand on bouffe, ils nous soutiennent comme ça. Ce sont eux qui ont créé la réunion, mais nous sommes là comme ça. On ne les connaît pas. Le petit a dit d'accord. Alors, le petit, un jour sur sa moto, il soulève une maman. La maman là lui dit ceci que mon fils, tu es dans une réunion qui n'est pas bon. Fais l'effort de sortir dans cette réunion. Sinon, la réunion là va amener la tête de ta mère, la tête de ton père, la tête de tes frères. Donc, fais très attention. Tu sors dans la réunion là. Le petit a dit... La maman là l'explique exactement ce qui se passe. Donc, lui, il a compris que la maman là disait la vérité. Quand il est rentré chez eux, il s'est mis à réfléchir. Il a pris la décision de laisser. Il a d'abord pris la moto, il allait remettre à son ami. Il a dit à son ami que même tout ce qu'il a cotisé là-bas à la réunion, il ne veut plus. Son ami a dit qu'en tout cas, quand la galère va te montrer, tu vas revenir seul. Il y a des gens qui ont fait comme toi. Ils sont revenus seuls. Son ami a carrément essayé de le convaincre. Non, ne fais pas ça et tout et tout. Le gars a dit non. Mais il n'a pas dit au gars ce que la maman là lui a dit. Il est rentré à la maison. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. La galère exactement comme ton ami a fait. Il a dit que ok, je vais aller récupérer mon business et ma réunion. Il est parti là-bas. Il a redemandé les excuses. On a fait directement le mois qui suivait qu'il bouffe la réunion. Il a bouffé la réunion. Il a bouffé la réunion et continue à travailler. Là, il rentre à la maison déjà. Il tombe d'abord malade. 2 semaines.
dans sa maladie, il dit ah, ça c'est quelle maladie qui me prend 2 semaines. Et puis, je vais aller un peu expliquer à mon ami. Son ami dit que ah, c'est parce qu'on a déjà besoin de toi à la réunion. Il dit comment ça? Il dit ah, allons quand même là-bas, on explique, tu dis que tu es malade, peut-être on peut te donner l'aide. Pour ne pas lui dire ceci que non, le moment est arrivé. Quand il arrive à la réunion, on lui dit ceci qu'on veut sa mère. Il dit quoi? Il dit que oui. Quand tu crois que tout l'argent qu'on te donnait là, c'était pourquoi? Tu as pris l'argent et tu dois payer. Il a dit jamais, il ne peut pas donner sa mère pour rien au monde. On a dit que, gars, tu as à manger notre argent, donc tu vas seulement payer. Tu montes, tu descends, tu vas donner ta mère. Donc, écris le nom de ta mère sur le format C, et puis tu signes, tu nous donnes. C'est tout ce que tu dois faire. Et puis tu retournes chez toi, mais on va faire le reste. Il a dit jamais, il ne donne pas sa mère, il rentre à la maison. Quand il rentre à la maison, voilà le gars qui, après peut-être 1 mois comme ça, il est décédé. Quand il est décédé, on l'a mené au village. Quand on arrive au village, à l'ouest, surtout chez les Bouddhas, on n'enterre jamais quelqu'un comme ça là. On a fait les trucs, ils ont fait le truc là-bas carrément. On a constaté qu'il était dans une réunion. En fait, on a vu dans quoi il était et tout et tout. La famille devait dire quoi, puisque personne ne connaît d'où ça sort, qui est derrière ça et tout et tout. On a décidé de l'enterrer. Mais curieusement, la famille voit tous ses amis benskineurs qui viennent carrément avec la moto. Broum, 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 broum. En fait, la moto était là comme la foule. Comme la famille avait constaté, connaissait déjà comment ça devait se passer. Gars, les mamans, les papas, les petits, tous sont sortis les machettes. On a abandonné même le corps là-bas. C'est comme ça la bagarre avec la machette là-bas. La bagarre avec la machette. C'est comme ça. C'est l'histoire que je voulais raconter. On a fait une histoire. Ok. Merci beaucoup, Roland, pour l'histoire. Ok. Bonsoir, Delphine. Comment vous allez? Très bien, et toi-même? Bon, je suis venue pour vous raconter une petite histoire qui m'a un peu traumatisée. Bon, on commence l'histoire. Bon, je travaille comme nounou dans une maison, chez un grand type là, vous voyez. Il y avait un jour, le premier jour que j'ai commencé le travail, il n'y avait rien, c'était bon et tout. Le lendemain, je dors, je fais un songe que un monsieur est venu. Le monsieur vient avec un bâton magique comme ça, qui m'entraîne, c'est-à-dire il est devant, il me dit viens, viens. Et puis je suivais. Jusqu'à arriver à un moment, je vois une grotte avec plein de feu. Je vous dis que j'avais jamais vu le feu comme ça. Et dès que il était temps, il a commencé à agiter le bâton pour me pousser dans le feu. C'est là où je commence à crier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc j'ai crié là 3 fois. Et là, il a juste tourné comme ça fait plein de feu comme ça autour de lui et il a disparu. Là, je me réveille en sursaut. J'avais tellement peur que je voulais juste démissionner en même temps. Mais je n'ai pas pu démissionner parce qu'il fallait que tu ne peux pas commencer un travail et partir comme ça. On était là, ça passait jusqu'à 6 mois, 7 mois comme ça. Un jour, je suis en train de dormir. Il était minuit comme ça. Je sors d'abord pour prendre de l'eau. Je rencontre mon patron en question. Et là, il était au salon. Et il était à la cuisine. Il me demande je fais quoi là à 1h tardive. J'ai dit je suis venue juste prendre de l'eau pour boire. Et là, je suis retournée, je n'ai pas pris de l'eau, je suis juste retournée aller me coucher. Donc, je me suis allongée, je regardais vers la fenêtre. Donc, mon dos était tourné. Et à un moment donné, je sens quelqu'un qui ouvre la porte pour rentrer. Je sens la présence de quelqu'un qui ouvre la porte, mais je ne peux pas me tourner. Je suis tellement bloquée sur le coup.
que j'avais tellement peur, je vous dis les amis. Il est peut-être resté là derrière moi pendant peut-être 20 minutes. Je suis là clouée sur le lit. Je ne dors pas, j'ai les yeux ouverts comme ça, je ne peux pas bouger. Je vous dis que quand il est parti, j'ai réussi à bouger. Ça n'a même pas fait 2 jours, j'ai pris mes affaires pour partir. C'était pour vous dire, quand vous partez quelque part, dès que c'est pas déjà bon, essayez d'enlever le corps. Bon, c'était juste ma petite histoire. Merci beaucoup Delphine pour l'histoire. Bon, bonne soirée. Et à toi. Allô. Bonsoir. Bonsoir DMG. Enfin, j'ai réussi à t'avoir après tant de tentatives. Tu m'as eu comment? Non, tu m'as pas eu, je refuse. Tu es monté dans le direct. Ouais, c'est une façon de parler. J'espère que tous tes auditeurs vont bien et je fais un coucou à tout le monde. Je viens ici aujourd'hui parce que j'ai beaucoup d'histoires à raconter. Je vais parler tout d'abord d'une très bonne amie à moi, paix à son âme. Ça fait aujourd'hui plus de 5 ans qu'elle est partie. Et la leçon de mon histoire, en grosso modo, pour tous les jeunes comme moi qui écoutent cette histoire, c'est la patience en fait. Le contentement, je vais dire ça comme ça. Le contentement et savoir que le temps de Dieu, c'est le meilleur. Bref, j'arrive à l'histoire. En fait, c'est une très bonne amie, comme je disais tantôt. On a fait le collège, le lycée technique ensemble. À l'époque, c'était une fille très intelligente. Vraiment, elle était très intelligente. Elle était l'aînée de sa famille, l'aînée des filles, parce qu'elle avait des grands frères, elle était l'aînée. Malheureusement, l'année où moi j'ai eu mon bac, je suis allée à l'université. Elle avait des problèmes parce que c'était une fille intelligente, mais chaque fois qu'il fallait qu'on posait les examens, elle échouait. Elle échouait tout le temps. Donc ça fait que l'année que moi j'ai eu ma licence, c'est l'année qu'elle a eu son bac. Quand mon amie a eu son bac, la grâce qu'elle a eue, c'est que cette année-là, je ne sais pas si c'est la grâce ou c'est la malchance, une grosse société de la place a lancé un concours interne. Et quand ils ont lancé ce concours interne, son oncle à l'époque travaillait dans cette entreprise-là. Il a fait savoir à mon ami que voilà, on a lancé un concours interne, tu peux déposer ton dossier. Parce que comme je t'explique, c'est ma défunte amie elle-même qui m'avait expliqué cette histoire. C'est comme ça qu'elle allait faire le concours. Et chose bizarre, DMG, elle n'avait que le bac à cette époque. Et les gens qui se sont présentés à ce concours, il y avait des BTS, il y avait des licences. Et c'était un concours qui touchait toute l'Afrique centrale. Elle est la seule à avoir eu ce concours-là. Elle a été prise à ce concours. Du coup, elle entre dans cette grosse boîte. Et du jour au lendemain, sa vie change. Parce que l'année qu'elle a son examen, tu vois, du moins l'année qu'elle a son examen et elle a le concours, c'est cette année-là que son papa allait en retraite. Et son papa lui avait fait comprendre très clairement que si elle n'a pas son bac, il arrête de payer son école. Elle a le bac directement, elle a le concours et puis elle se met à travailler dans la grosse boîte, une très très grosse boîte où elle se retrouvait en train de toucher parce qu'elle est décédée à l'époque, elle avait 25 ans. À cette époque, qu'elle est entrée, elle avait 23 ans. Non, oui, 23 ans quand elle est entrée. Non, 22 ans. Elle touchait dans les 500 000, tu vois. Elle touchait dans les 500 000 et elle s'est mise à travailler. Et puis, chose bizarre, c'est que quand elle entre directement, elle se retrouve être en train d'être secrétaire du directeur des finances. Tu vois, et elle, dans cette mouvance-là, elle travaillait, elle allait dans des missions. Chose bizarre, pour quelqu'un qui venait à peine d'entrer, on l'envoyait dans des missions à l'étranger, elle voyageait, elle avait vraiment de l'argent, au point où elle a commencé à construire une maison à ses parents. Tu t'imagines, une jeune de 22 ans qui se met à construire, et pas n'importe quelle maison à ses parents. Un jour, elle est partie, il y a eu une fête qui s'est passée dans son entreprise, elle est partie pour la fête, voilà, c'était le 8 mars, c'était un 8 mars, c'est de là où les problèmes commencent. Elle part à la fête le 8 mars et après elle rentre. Quand elle rentre du 8 mars, elle fait comprendre à sa maman que quand elle est partie au 8 mars, elle est partie à la fête de l'entreprise. En rentrant, elle a commencé à ressentir une fatigue. Elle explique à sa maman que quand elle est arrivée à cette fête, c'est pas elle qui devait faire le discours. Les dames de l'entreprise, c'était des mamans parce que franchement, elle était la plus jeune. Ce sont les mamans qui étaient là-bas qui se sont mises ensemble. Elles ont dit, bon,
C'est toi qui vas faire le discours pour recevoir le directeur parce que le directeur venait de l'étranger. Elle a fait un discours et tout. Et après, quand elle rentre, elle commence à se plaindre, dire à sa mère, maman, mon corps me fait un jar, je ne sais pas pourquoi, je me sens pas bien. DMG, mon ami a été malade pendant 6 mois. Et quand je te parle de 6 mois de maladie, ce n'est pas que mon ami a vécu ce qu'on appelle souffrir avant de mourir. Il y avait des choses qui sortaient sur son corps. Elle avait des histoires qui sortaient sur la plante de ses pieds. Elle a fait des examens, elle allait dans tous les hôpitaux qu'on connaît dans ce pays-ci. Elle a fait tous les hôpitaux au point où on a même fait des prélèvements. On a envoyé ces prélèvements au centre Pasteur en France parce qu'on ne voyait rien. On ne voyait absolument rien. Et comme c'était quelqu'un, elle était assez introvertie. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle souffrait en silence. Elle ne disait à personne. Le jour de sa mort, la veille avant que elle ne meure, ses parents n'étaient pas là. Ses parents avaient voyagé. Elle était avec sa jeune soeur. Et c'est sa jeune soeur qui m'explique un peu comment ça s'est passé ces derniers moments. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que vers la fin, avant qu'elle ne meure, tu vois, elle avait déjà adopté une attitude où elle avait coupé les ponts avec tous ses amis proches. On n'avait pas eu de problème. Moi, personnellement, j'avais pas eu de problème avec elle, mais du jour au lendemain, elle a coupé les ponts avec moi. Elle ne voulait plus avoir les contacts avec personne. Elle voulait juste rester dans son coin seule. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi. J'avais essayé d'en parler à ma mère. Ma mère m'avait dit, il faut laisser. Peut-être qu'elle a des problèmes. Il faut laisser du temps et tout. Bref, la veille qu'elle ne meurt, elle fait comprendre à sa petite soeur qu'elle suit les bruits sur le toit. Autant pour moi. Sa petite soeur dit les bruits comment? Elle dit qu'elle suit des gens. Les gens marchent sur le toit. Au point où elle a appelé son papa au téléphone. Elle a dit à son père que papa rentre. Je ne me sens pas bien. Ça ne donne pas sur moi. Le lendemain, ses parents sont rentrés du village. Avant, elle s'est levée le matin. Elle a dit à sa mère, parce qu'elle devait aller travailler le jour où ses résultats devaient normalement sortir. Parce que, comme je te disais, on avait envoyé ses examens au centre Pasteur. Et puis, ça devait arriver le jour où elle est décédée. Elle se lève le matin. Elle dit à sa mère, bon, maman, je dois aller au travail aujourd'hui, mais je ne me sens pas bien. Je vais essayer de me reposer. Elle se verse de l'eau et tout. Elle essaye de manger. Elle passe se coucher dans la chambre. Elle discute avec sa petite soeur. DMG, quand elle s'est couchée sur le lit, sa petite soeur était à côté d'elle. Elle était en train de discuter. Dès qu'elle s'est couchée, elle a fermé ses yeux. Comme elle a fermé ses yeux, c'est comme ça qu'elle est partie. Sa petite soeur se lève. Sa petite soeur demande, mais c'est comment? C'est quoi? Il y a quoi? Elle ne répond pas. Elle secoue sa soeur ne répond pas. Elle dit, mais c'est une histoire de quoi? Elle se lève, elle peut appeler sa mère, elle dit à sa maman que maman, viens. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette chambre, viens voir. C'est comme ça qu'on porte mon ami. On amène mon ami au dispensaire du haut. Là-bas, on essaie de faire les réanimations. Rien. C'est comme ça que mon ami est décédé à l'âge de 25 ans. Maintenant, où l'histoire devient un peu drôle, c'est que quand elle meurt, DMG, on part à son enterrement. Je ne vais pas te mentir que c'est l'une des morts qui m'a le plus traumatisée dans ma vie. On part à son enterrement. Déjà, à la levée de corps, déjà quand elle meurt, sa famille prend son corps, on amène ça dans un hôpital lambda. Les gens de la société viennent demander à la famille qu'on enlève le corps de mon ami dans l'hôpital où ils étaient allés déposer le corps, qu'on amène ça dans leur hôpital à eux. Déjà, 2, à la levée de corps, c'était toute une cérémonie parce que c'est l'entreprise qui avait fait tout son deuil, tu vois. Il y avait des grands messieurs. Je t'assure, DMG, le deuil de mon ami était comme si c'était une fête. Il y avait ses collègues, ils riaient, ils tapaient les commentaires au deuil, à une levée de corps. Tout le monde était choqué. 3e chose bizarre, c'est que pendant sa veillée DMG, quand j'ai eu le courage d'aller me placer comme ça pour regarder son cadavre, mon ami pleurait dans le cercueil. Les larmes sortaient. Les larmes. Ce n'est pas une histoire que je te dis quelque chose que j'ai vécu DMG. Les larmes sortaient de ses yeux. Elle pleurait dans son cercueil. Et son visage était froissé. Et avant qu'on ne l'enterre, dans son quartier, il y a une petite fille qui est venue voir sa maman parce que les gens se plaignaient déjà qu'on voyait mon ami se balader, qu'on la voyait se balader dans la ville. On voyait mon ami se balader dans la ville. Il y a une voisine qui vient voir la maman de ma défunte amie pour dire que vraiment, comme tu vois là, j'ai ma fille à la maison. Et depuis que ta fille est décédée, ma fille voit ta fille partout, au quartier. Et chaque fois qu'elle voit ta fille a toujours tendance à faire le geste de la main. Il est l'heure. Donc, DMG, c'est comme ça que mon amie est partie, comme ça, à la fleur de l'âge. Et puis, quand elle est décédée, on s'est rendu compte que elle a été trompée. Le jour où elle est partie faire le discours du 8 mars, apparemment, on a fait adhérer à des choses. Et ce sont ces choses. Et dans ces choses-là, on lui a demandé de donner ses parents, apparemment. Vu qu'après sa mort, ses parents sont allés faire des rites. Et c'est dans ces rites-là qu'on a dit à ses parents que, effectivement, on a fait entrer votre fille dans des réunions à caractère, des réunions associatives. C'est ce qu'on lui a fait croire. Et dans ces réunions-là, on lui a demandé de donner soit sa maman, soit son papa. Elle a refusé. Et comme elle avait refusé, ils ont dit que bon,
Comme c'est comme ça, on va se charger de toi. C'est comme ça qu'elle est décédée, DMG. Elle n'a pas vraiment été malade et elle a beaucoup souffert. Vraiment, elle a souffert dans sa chair et psychologiquement avant de mourir. C'est pour ça que je voulais raconter cette histoire pour attirer l'attention des jeunes comme moi. Parfois, on ne travaille pas et on voit nos amis qui travaillent, on les envie, on se dit, ouais, vraiment, celui-là travaille, moi je ne travaille pas. Pourquoi la vie est injuste comme ça et tout et tout. Pourtant, tu ne connais pas les réalités de ce que celui-là vit. Et comme notre génération, nous aimons de mature vue, on aime bien vendre le rêve. C'est quelqu'un va te faire croire qu'il vit une vie de luxe, une vie vraiment, il est bien, pourtant, tu ne connais pas ce qu'il... Pourtant, la nuit ne dort pas. Quand nous, on dort, la nuit, c'est un combat spirituel qu'il mène. Donc, en gros, c'était ma petite histoire que je voulais raconter parce que j'en ai tellement et j'espère avoir l'opportunité de raconter d'autres. Merci beaucoup, Deka. C'est une très bonne histoire et le message est très profond. J'espère que dans les commentaires, on a compris le message. Et même ce qui se passe récemment sur la toile, vous avez vu ce qui se passe avec les histoires de loge et tout et tout. Donc, soyons prudents ici dehors, voilà. Merci beaucoup dans les commentaires. Tu peux envoyer ta demande pour une autre histoire si tu veux. D'accord, DMG. Merci à toi. C'est chaud, le dehors aussi, c'est chaud. Hein. Tout n'est pas sorcellerie et loge. Il y a aussi des morts naturelles. Mais si on regarde sur 10 morts récemment, sur la toile, vous allez voir qu'au moins 7 sont des morts compliquées. Soyons prudents simplement. Essayez de comprendre qu'avant de dire oui à un contrat de travail, étudiez bien les clauses de ce contrat. Parce que derrière, si vous ne lisez pas entre les lignes, vous allez accepter des choses que vous ne maîtrisez pas à la fin. C'est-à-dire qu'après, on va te dire, mais tu avais accepté de faire ci, mais pourquoi maintenant tu refuses? Tu as déjà signé, tu as déjà commencé à manger l'argent et tu ne peux pas rembourser l'argent quand tu as maintenant la sorcellerie. Tu ne peux pas rembourser ça. On va te dire que donne-nous les mêmes billets avec les mêmes codes qu'il y avait dessus. Parce que c'est un argent qui était travaillé. Tu vas aller prendre n'importe quel billet venir donner. Donc, soyez vigilants. Même dans les blagues, il y a des trucs qu'on ne blague pas. C'est-à-dire que quelqu'un balance une phrase comme ça là, que vraiment, si tu veux, je viens la nuit, tu dis ça, ah, viens alors, comme tu veux montrer aussi, tu veux mousser devant les copines. Ne tentez pas les trucs comme ça. C'est par là qu'on passe. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien, toi. Ça va, merci. Au fait, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube qui parlait des personnes qui devraient uriner dans la bouche d'un blanc. Tu t'en souviens? Oui. Voilà. À cette époque, à cette époque, je devrais avoir... Attends, avant de commencer ton histoire, tu me dis voilà comment, attends. Tu étais parmi les filles qui devaient pisser dans la bouche d'un blanc? Oui, j'étais parmi les filles. Wow. Ok, écoute. Je peux continuer? Ok. Il y a, comme elle dit, la dame 1998, je devais avoir peut-être 3 ans, 4 ans. À cette époque, si je ne me trompe pas. 3 ans, 4 ans. On était des bébés. Et il y avait moi, il y avait ma petite soeur, il y avait ma maman, il y avait mon frère, il y avait mes cousins. En tout cas, c'était une histoire de famille. Et je vais pas citer où ça se passait, mais c'était au Gabon. Je vais pas dire le nom du quartier, mais c'était au Gabon. Et on était des enfants. Et un soir comme ça, maman, elle nous a emmenés. C'était ma propre mère qui est déjà décédée. Donc, elle nous a emmenés, mon frère, ma soeur et moi. On est allé dans une maison. Mais j'étais vraiment petite, donc le souvenir, je l'ai plus exactement comme avant. Mais je sais qu'on est allé, on partait, c'était d'ailleurs tous les soirs. On partait tous les soirs. Effectivement, on partait, il y avait une villa, il y avait une grande douche, il y avait un blanc dans la douche allongé, avec la bouche ouverte comme si c'était une toilette. Et on partait faire pipi là-bas tous les soirs. Et c'était une grande sœur à ma mère, donc une tante à moi. Et on partait là-bas tous les soirs. On nous donnait de l'eau, la limonade, pour faire pipi dans la bouche du blanc. Et quand c'était terminé, autour de 22h, parce qu'on partait tôt, 18h et 19h, on nous donnait, on payait
on donnait de l'argent pour payer, je crois, pour récompenser le fait que vous avez pissé. Si tu as pissé 7 fois, 10 fois, le nombre de fois que tu as pissé, c'est le nombre de fois qu'on va te payer. Et il y avait on est nombreuses, hein. On est nombreuses parce que mon frère, ma soeur et moi, nous sommes encore vivants. Il y a des cousines à moi qui sont vivantes. Mais la dame qui faisait ça, elle est pas morte, hein. Elle est en France, elle vit en France. Et on a ici encore à Libreville qui sont nombreux. Ils vivent. Donc ceux qui ont dit là qu'ils sont toutes mortes, là, ils sont pas mortes, hein. Ils vivent encore. Il y en a qui sont bien vivants et que s'ils écoutent cette histoire, ils vont venir peut-être témoigner. Mais moi, j'étais vraiment une enfant. Donc c'est ma soeur qui me l'a envoyé sur YouTube. Je suis allée regarder et puis j'ai tenu à venir témoigner que oui, c'était vrai. Mais à cette époque, j'étais petite. Et je tiens également à dire aux parents, aux mamans, aux papas qui écoutent ce soir qu'il y a des choses qu'on fait pas. Moi, j'étais qu'une enfant, donc ma mère, elle m'a emmenée. On pouvait pas dire oui parce qu'on n'était pas au moment de refuser. Donc, il y a des parents, il y a des choses qu'ils font, ils savent pas les répercussions demain. L'école de ton enfant va plus marcher, les activités, peut-être l'enfant sera, je sais pas comment. Comment on pouvait prendre des enfants pour les emmener aller faire pipi dans la bouche de quelqu'un, un être humain? C'est vraiment pas possible. Vraiment, il faut faire attention. C'est ce que je voulais dire, en fait, ce soir, je voulais témoigner pour dire que, ben oui, moi, je suis parmi, et j'avais peut-être, je sais plus trop, 4 ans, 3 ans, pas plus que ça. Donc, c'était un tout petit peu ça mon témoignage. Merci Ouais, beaucoup merci pour beaucoup. ton histoire. En tout cas, ça confirme aussi l'histoire de la dame qui a raconté la dernière fois. Ouais. Ok. Merci. Bonne Et soirée. toi, tu vis bien, tu n'as eu aucun problème, tu as eu tes enfants, tout ça au Non. calme. J'ai mes enfants, j'ai 2 enfants, j'ai mon travail, je vis bien, je suis mariée. Mes sœurs également. Ok. Bon, Ouais. merci pour l'histoire. Je vous en prie. Quand on voit les parents, c'est-à-dire que c'est nous, ces parents qui l'ont entraîné à un enfant de 4 ans. Tu l'amènes à aller pisser dans la bouche d'un blanc. C'est quel genre de truc ça même? Je salue la famille DMG TV. Bonsoir. Il y a d'abord beaucoup de bruit derrière toi. Hein? Ouais, ça va. Je suis dehors. Je suis sorti un peu dehors là. Il faut entrer, pardon. Il faut entrer et quand tu seras dans l'endroit quand tu peux D'accord, nous je appeler. vais entrer. Sinon, on va pas pouvoir écouter ton histoire. Je vais entrer. Raphaël, le dehors chauffe. Si tu connais où il peut pisser, tu me dis. Pisser aux toilettes, mon tonton. Pisser. Ami Sunade. On a les gars de Naruto dans le truc ici. Hein. Bonsoir. Hello, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Et vous-même? Très bien, merci. Alors, j'ai écouté l'histoire de Deka par rapport à... Elle a parlé de son amie et par rapport au travail. Donc, j'ai un petit témoignage à faire vite fait. Ça m'a touchée parce que je passais dans le live, je vous ai même suivi juste après ça. Et comme je me suis arrêtée quand je suivais son histoire, il y avait beaucoup de similitudes avec ce que ma sœur a vécu et que nous tous on a vécu en famille. Donc je voulais partager ça, histoire de sensibiliser aussi et d'aider certaines personnes à faire le discernement sur les contrats, les signatures qu'on nous impose souvent dans les entreprises. Donc voilà. Donc, alors je vais être brève, éviter beaucoup de détails. On a grandi dans une famille très pieuse où on nous a vraiment inculqué certaines valeurs. Et à un moment de notre vie, ma sœur qui a eu ce problème était l'aînée de la famille.
Je ne vais pas donner des indices sur le pays ou quoi que ce soit, mais c'est en Afrique. Donc, pour éviter que je ne cite les... Il y a l'écho? On dit qu'il y a l'écho. Est-ce qu'on m'entend bien? Moi, j'entends bien. Qui ont l'écho là? Il y a l'écho là-bas ou bien c'est vraiment... Ok. Il n'y a pas d'écho. Je peux raconter ton histoire. D'accord. Donc, ma sœur, donc, commence, étant l'aînée de la famille, elle commence à chercher du travail. Elle a de la peine parce que, voilà, c'est la situation le contexte africain ne nous permet pas, voilà, c'est un peu difficile de chercher du travail, mais elle continue et finalement, elle obtient un travail vu qu'elle avait fait droit des affaires. Elle obtient un travail dans une entreprise de la place et on lui dit bon qu'elle va commencer par un stage, donc pré-emploi, et après qu'elle sera confirmée. Donc quand elle finit son stage, elle avait je pense 1 mois de stage qu'elle devait faire avant. Quand elle a fini, on lui a donc donné un contrat qui bon à vue d'œil, dont je parle avec les yeux simplement, c'était un contrat voilà, qui disait qu'elle est dans l'entreprise et tout et tout. Sauf que, il y a des lignes. Et moi, j'ai déjà vu ça. Il y a des lignes que plusieurs personnes ne prêtent pas souvent attention. Les gens ne prêtent pas souvent attention à certaines lignes dans des contrats parce que c'est chargé. Donc, elle est entrée dans cette entreprise-là, elle a signé le contrat. En temps normal, elle aurait pu rentrer avec, mais bon, elle a signé le contrat parce qu'elle était tellement contente d'avoir été retenue pour le poste. Et elle a commencé à travailler. Alors, 1 mois après, le poste pour lequel elle était venue, après directement, on lui dit que elle va passer au poste supérieur. Donc, elle était déjà assistante de direction. Donc, elle travaillait en étroite collaboration avec le DG. Donc, elle était son assistante de l'entreprise. Donc, elle commence à travailler là-bas et tout. Et à un moment, dans les missions qu'ils avaient, elle a voyagé avec le DG. Quand elle revient de ce voyage-là, elle commence à sentir des maux de tête, genre, d'un côté, je pense qu'on appelle ça des migraines. D'un côté, elle avait mal. Alors, elle prend un cachet vite fait. Cette nuit-là, ma soeur n'a pas fermé l'œil. La douleur était vraiment intense. Et on avait l'habitude tous les matins de prier tous les matins, de prier tous les soirs. On a vécu comme ça. Donc, justement, après la prière du soir, là, la douleur a commencé vraiment à s'aggraver, à être très intense. Ma mère a dit que si tu as déjà pris les cachets, on va essayer d'aller à l'hôpital. Donc, cette nuit-là, vers 3h, 4h du matin, on est allé avec elle à l'hôpital. On est arrivé à l'hôpital, on a fait les examens et tout, et tout, et tout. On lui a même donné des cachets pour se calmer, perfusion et tout, et tout. Elle est sortie, je pense, 2 jours après. Elle a repris le travail. Quand elle reprend le travail, son boss la convoque. Il lui dit, quelque temps, je vous raconte l'histoire d'après, parce que pendant que ça se passait, elle ne nous avait pas dit un certain nombre de choses. Donc, maintenant, on connaît. Donc, ma sœur arrive dans le bureau du boss. Il lui dit que je t'ai remis un lot, un paquet. Est-ce que tu as vu ce qu'il y avait dans le paquet? Donc ça, c'était avant qu'elle ne tombe malade. Ma sœur dit que non, elle n'a pas vu le paquet, elle ne sait pas ce que c'est. Elle pensait que c'était un truc qu'elle devait garder parce qu'il lui avait juste dit garde-moi ça. Il lui dit donc rentre à la maison, tu vas chercher le paquet là, tu reviens me donner. Donc elle est revenue avec le paquet et dans le paquet, le boss lui dit comme tu es revenu avec là, ce paquet te concerne, tu as gardé ça chez toi, ça te concerne et si tu réussis à passer ce cap, tu vas gravir les échelons très rapidement. Ma sœur dit ok,
d'accord, comme c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de réfléchir. Elle lui dit non, parce elle ne voulait pas lui dire non. Comme c'était le boss, elle dit ok, il n'y a pas, elle va prendre son temps et tout. Il lui dit non, tu dois ouvrir le paquet. Ma soeur lui dit que qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Il lui dit non, ouvre. Il a même commencé à insister, il grondait. Alors toute naïve, elle ouvre le paquet. Il y avait une pâte de poule séchée. C'était le coq, c'était la poule qui était séchée dedans, attachée. Donc c'était une pâte attachée avec des allumettes, une feuille et tout qui était attachée avec un tissu rouge attaché. Il lui dit que elle va prendre cette pâte qu'elle va garder comme son quoi. Elle va garder ça pour lui. Et parce que il ne peut pas garder ça chez lui. Il a expliqué un tas de choses. Ma soeur lui dit donc qu'elle ne peut pas ramener ça. Elle vient en famille. Il lui dit non, tu peux cacher ça discrètement et tout. Ma soeur est rentrée avec le truc à la maison et n'a dit à personne. Alors, 3 semaines plus tard, elle commence à avoir des problèmes au travail. Où le monsieur commence à se plaindre de tout et de rien. Quelque temps encore après, elle reçoit la visite d'un homme dans son bureau qui lui dit que il y a une réunion qui va se tenir dans un hôtel de la place et elle doit impérativement être là. La réunion commence à 22h. Ma sœur donc se demande ce que c'est. Alors, elle arrive à la réunion. Elle pense que c'est une réunion de travail ou un soir ou un dîner puisqu'ils avaient l'habitude de voir ça. Et elle voit au niveau du sol, il y avait c'était un peu, je pense que vous connaissez les c'est quoi? Tétagrammes? Bref, le triangle renversé, les 2 triangles là. Le pentagramme. Sont renversés. Oui, pentagramme, voilà. Donc, il y avait ça au sol qui était tracé avec du sel à brûler, je pense qu'on appelle ça. Bref, du sel qui prend feu là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et au milieu, donc, il y avait une chaise et ils lui ont dit de s'asseoir. À un moment, ils ont mangé et tout. Bref, je vous passe certains détails pour aller vite. Et alors, elle s'est assise là-dedans. Et elle dit que pendant ce moment-là, elle était comme si elle n'était plus en elle. Alors, elle s'est assise là-dedans. Ils ont commencé à dire des choses, bref, autour, parce qu'elle dit qu'elle ne se souvient pas très bien. Alors, pour l'embrouiller, il lui avait dit que non, ce n'est pas une loge, ce n'est rien du tout. Pour l'embrouiller, ils lui ont donné le psaume 90 ou 91, confiance en Dieu dans l'épreuve. S'il y a des gens qui sont chrétiens ici, ils peuvent connaître le psaume là. Et ils lui ont donné ce psaume-là pour qu'elle récite, en faisant croire que non, c'est un truc de Dieu. Donc, elle a commencé à réciter le psaume-là et eux, ils parlaient en leur langue. Ils parlaient en langue, ils disaient des choses et tout. Et pendant qu'ils racontaient tout ça, ma soeur ne faisait que réciter le psaume, 91, confiance en Dieu dans l'épreuve. Elle ne faisait que réciter ça, À un moment, ma soeur se retrouve coincée parce que le feu, en fait... Attends un peu, maman. Attends un peu, mamie Sounadi. Tu peux continuer, maman. Ok. Donc, elle a commencé à réciter le psaume là, chaque fois. Et plus elle récitait, plus il priait, plus le feu autour d'elle ne faisait que monter. Alors, à un moment, elle entend, genre, comme au fond, une petite voix qui lui dit « Lève-toi et cours ». Donc, elle avait une porte, genre, juste en face. Les gens là, ils étaient déjà avec les manteaux, en train de l'invoquer. Elle dit qu'elle ne sait pas d'où la force lui est venue, mais elle a pris ses jambes, elle a tracé. Elle a couru et elle ne s'est arrêtée que jusqu'à la maison. Elle a couru. Elle ne faisait que courir. Et elle est arrivée à la maison. Quand elle arrive à la maison en sueur et tout, maman, elle veut expliquer et après, elle est tombée dans les pommes. Elle est tombée dans les pommes jusqu'au lendemain. Donc, c'est le lendemain parce que comme le truc avait commencé, c'était dans la nuit. Le lendemain quand elle se réveille, on commence à lui poser les questions et tout. Que
Elle commence à vouloir raconter, mais elle était choquée, elle était en pleurs et tout. Ma mère est partie directement, on est parti à l'église, on est allé voir un prêtre qui a commencé à prier et tout. Elle racontait l'histoire petit à petit, petit à petit. Et ce prêtre-là lui a dit que... Je m'excuse encore, mamie, là, je vais encore bloquer notre personne, s'il te plaît. Très sans, je vais te bloquer. Donc, Voilà. quand on est arrivé chez le prêtre, elle a commencé à raconter. Bref, tout le monde était sous le choc. Il dit que c'était une intronisation. Donc, on était pas une intronisation, bref, ils étaient en train de l'apprendre, une intégration dans leur cercle. Et que le fait qu'elle ait pris le psaume 91, bref, ils lui ont donné ça, tu vois, pour essayer de lui voiler les yeux. Sauf que comme elle récitait le psaume là avec tellement de foi, je pense, et qu'elle était innocente, elle ne savait pas ce qui se passait en gros, c'est ce psaume là qui l'a préservé de ce qu'ils étaient en train de faire. Donc après, s'en est suivi toute une délivrance, toute une série de prières et tout. Et au jour d'aujourd'hui, elle est bien, elle a arrêté de travailler pendant un moment. Et maintenant, elle a repris. Ça fait 3 ans et demi, 4 ans aujourd'hui. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'autres choses, mais je préfère éviter pour couper. Mais ce que je voulais dire, c'est que parfois, on peut être au fond, genre au milieu des loups. Oui, bien sûr, ils ont viré de l'entreprise. Parfois, on peut être au milieu des loups, au milieu du feu où il n'y a plus d'issue, où il n'y a plus rien du tout. Et le Seigneur vient t'enlever. Il y a le Seigneur, pour ceux qui croient, il y a peut-être une bonne étoile pour ceux qui ne croient pas en Dieu ou quoi que ce soit. Mais il faut continuer d'avoir la foi et de toujours prier. Aujourd'hui, nous, les jeunes, on ne prie plus. On ne croit même plus qu'il y a une puissance là qui veille sur nous ou quoi que ce soit. C'est important la prière et ça nous sort de beaucoup de situations. Donc, arrêtons aussi d'avoir les gros yeux parce que le fait de trop vouloir vite avoir les choses, ça nous fait tomber dans des mauvais trucs. Donc, moi, c'est ça que je voulais faire, ce petit témoignage en disant que faites attention, priez sans cesse parce que même parfois, on se retrouve au milieu des pires, mais le Seigneur réussit toujours à enlever ses enfants où ce n'est pas bon. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, Mamie Tsunade, pour ton Je vous en histoire. prie. Merci à vous. Bonne soirée. Dans les commentaires. Bonsoir. Bonsoir DMG, comment allez-vous? Très bien, et toi-même? Oui, très bien, merci. Ok, si je vais raconter l'histoire d'une de mes amies très proches. C'était le genre de fille qui allait en boîte la nuit et tout, tu vois. Genre, elle s'en foutait un peu de tout en fait. Genre, même si elle rencontre quelqu'un, elle peut rentrer avec la personne et tout. Donc, elle a rencontré un homme qui venait souvent à la boîte, mais qui l'avait jamais abordé, mais qui avait l'habitude de rentrer avec différentes filles. Et le jour-ci, il a abordé la femme, ma copine. Il est rentré avec elle chez lui. Il a une grande maison, belle maison. Quand tu entres, en fait, tu sais que la personne a l'argent et tout. Mais quand elle est arrivée, au moment de dormir, le gars, quand elle est venue, elle a trouvé le matelas. Le matelas était au salon. Donc déjà, ça veut dire que le gars, il n'avait pas l'habitude de dormir dans la chambre. Lui, il dort qu'au salon. Donc ils ont fini ce qu'ils avaient à faire et tout. Maintenant, ils se sont couchés, ils ont dormi. Elle a remarqué que le gars, lui, normalement, c'est l'homme qui doit dormir devant. Mais il a demandé à la fille de dormir devant, lui, il a dormi derrière. Il a dormi derrière, du moins. La fille lui dit que pourquoi tu dors derrière? Il dit non, moi je préfère dormir derrière, je suis plus à l'aise derrière. Ils se sont couchés à 1h du matin. 2h du matin. 2h du matin. La fille n'arrive pas à dormir. Elle ressent une présence dans la chambre. Tu vois, quand tu ressens une présence dans la chambre, mais tu ressens qu'il y a quelqu'un, mais tu vois personne en fait. Tu as les frissons. Elle ressent comme s'il y a une personne dans la chambre. Elle arrive à dormir 30 minutes. Elle se réveille. Elle arrive à dormir 30 minutes, elle se réveille. Et donc quand elle dort, elle fait des rêves, des petits rêves courts, où elle voit des gens qui lui disent « Donne-nous le gars là, donne-nous le gars là. Pourquoi tu protèges le gars là? Faut nous donner le gars là. On a besoin de lui, donne-nous le gars là. » Elle se réveille.
Elle voit le gars est en train de dormir comme un bébé. Elle réveille le gars, il se réveille pas. Elle a eu peur jusqu'à... Elle s'est assise. Vers 4 heures du matin, elle n'arrivait pas à dormir. Elle dit elle va se coucher encore. Elle se recouchait, elle refait le même rêve. Comme s'il y avait beaucoup de personnes autour d'elle. Donne-nous le gars là, donne-nous le gars là. Donne-nous le gars là. Pourquoi tu caches le gars là? On a besoin de lui. Il nous appartient. Donne-nous le gars, ne le protège pas. À 5 heures du matin. Parce que ici au Sénégal, à 5 heures du matin, c'est là où les mosquées commencent à prier, les gens commencent à aller au travail. Donc, il y a la sécurité, en fait. Elle a réveillé le gars le gars s'est réveillé. Elle dit au gars que, moi, je n'arrive pas à dormir. Et je veux que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe. Le gars a commencé à mentir. Elle a parlé, elle a menacé le gars. Que moi, j'ai des parents qui vont te faire du mal. Si tu essaies de me faire quelque chose, le gars a commencé à se confier. Il a dit, en fait, tout ce que j'ai là, j'ai pas eu ça naturellement. J'ai fait des sacrifices, j'ai fait des pactes. Et maintenant, je dois, les gens avec qui je travaille et les gens que je fais du mal ne me laissent pas dormir. Moi, j'arrive pas à dormir. Moi, c'est ça mon problème. J'arrive pas à dormir. Quand je suis seule, j'arrive pas à dormir. J'ai peur. Donc, c'est pour ça que je vais en boîte de nuit. Je prends une fille chaque jour. Je la paye ce qu'elle veut. Comme ça, quand elle vient, elle dort devant moi. C'est elle qui me protège pour qu'il n'arrive pas à me faire du mal. La fille a eu peur jusqu'à... Elle a pris ses affaires, elle est partie. Donc, c'est pour dire, en fait, que le milieu de la nuit, en fait, moi, je juge personne, mais c'est vraiment un milieu très, 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 très risqué. Parce que la plupart des gens qui sortent la nuit, surtout les hommes, sont des personnes mal intentionnées. Donc, il y a des gens vraiment qu'il faut éviter, en fait. Il y a des hommes qui ont beaucoup d'argent qui viennent juste pour sacrifier des gens ou pour se protéger, pour ça. En fait, je sais pas, en fait. C'était juste le conseil que je voulais donner, en fait. La nuit, vraiment, c'est pas bien, c'est très risqué, en fait. C'était un peu ça, mon histoire. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Merci pour l'histoire. Merci. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je salue la famille et salue la famille d'IMTJ. Donc, vraiment, c'est la première fois que je monte sur le live. Ok. D'accord, j'explique l'histoire. L'histoire a été vécue par un de mes camarades et il m'a raconté ça après les faits. Je viens de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien bien sûr. Il faut dire que ce jeune frère, il dit qu'un jour il était à la maison, vers les 22h, 23h, il se sentait ennuyé. Il tournait, mais il ne savait pas pourquoi il se sentait ennuyé. Il se sentait quoi? Il se sentait ennuyé, il était ennuyé. Ah, ok. Voilà. Et il a pris son casque, son écouteur et puis il est sorti. Il dit va marcher un peu. Donc en marchant de loin, il a vu une jeune fille qui est garée dans le noir, elle est assise sur une table. Donc lui se pose la question, mais aïe, à cette heure-là, mais elle fait quoi là-bas? Donc il s'approche d'elle. Et il va vers la fille et il demande, mais qu'est-ce qui se passe? La fille dit non, que elle est venue croiser son ami assis dans le maquis, mais il y a un problème. C'est que lui, avec qui son ami assis là, elle est sortie avec cette personne-là. Donc, elle ne sait pas comment elle va faire. Donc, moi, mon gars, il s'est senti en même temps une voix libre. Il dit, ah, ça tombe bien. Parce que déjà, il y a litige. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, lui va le jeter maintenant son filet. Et en même temps, il commence à courtiser la fille, il commence à la draguer en même temps. Et il change de route. Et il va un peu vers le noir. Ce jour-là, il veut sortir avec la fille. Donc, il est en train de draguer la fille pour pouvoir coucher avec elle. Donc, arrivé quelque part, il y avait une table qui était là et ils sont allés s'asseoir sur cette table-là. Et tu connais les hommes. Il a pris la fille et puis il a mis ça devant lui. Il a commencé à lui toucher. Donc, elle avait un sac. Dans le sac-là, il y avait un parfum. Donc, elle a pris le parfum, elle a commencé à mettre ça sur elle. Mais mon gars dit que ce parfum-là sentait tellement mauvais. Mais il n'a pas regardé ce parfum-là. Parce qu'il avait un but à atteindre. Joe, en bas déjà, il est déjà levé, il est déjà debout. Donc tout ce qui est au-delà, là, lui, ça lui dit rien. Parce qu'il veut dégainer. Donc il s'en foutait de ce parfum-là. Donc il était toujours dans sa drague. Et il allait vers un hôtel. L'hôtel même est situé dans notre quartier. Il allait frapper. Donc il a demandé au gérant, est-ce qu'il peut faire 1 heure du passage là-bas? Et le gérant dit, il n'y a pas de problème. Il dit, il y a un problème. Comme il est dans le quartier,
il va sortir avec cette fille-là. Et puis après, il va aller prendre l'argent. Donc le gérant a dit non. Donc il a dit à la dame, arrête-toi ici, je vais à la maison. Donc il allait à la maison. Il a cherché, il a commencé à chercher l'argent dans la maison jusqu'à... Il ne voyait pas l'argent. Maintenant son grand frère était là, mais son grand frère lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis là, tu tournes. Il dit, grand frère, il n'y a rien. Mais depuis là, il tourne. Son grand frère a commencé à lui poser des questions. Il dit, ah tiens, la mère me pose des questions, il ne faut pas, il va rester ici. Entends-moi ma cible là-bas. Donc il a laissé, puis il est venu vers la fille encore. Il est venu vers la fille, il dit, bon, Joe, moi j'ai cherché, j'ai pas vu, hein. Mais regarde là. Il fait un peu noir. C'est une femme matin, elles vont placali. Donc la nuit, comme ça, il fait noir. On peut aller là-bas, il a fait ça rapidement. Donc ils vont dans le noir, ils commencent à toucher la fille. Qui lui veut sortir avec la fille. Donc la fille dit, attends, je vais te raconter quelque chose. La fille lui dit non, que moi je suis une sorcière, je suis une revenante. Lui, ça lui dit rien. Voilà, parce que déjà, le truc est déjà amorcé. Il suffit de tirer seulement. Donc c'est ça qui l'intéresse. Donc tout ce qu'elle est en train de dire, non, je suis une sorcière, lui, c'est pas son problème. Lui, il veut goûter le truc là rapidement. Donc il lui parle, lui s'en fout. Et la fille dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on va faire, moi comme j'ai faim là, tu vas m'amener quelque part, on va manger, puis il n'y a pas de problème, puis on va aller, et c'est ce qu'on appelle ça, faire ce que tu demandes là. Il avait 500 francs. Parce que lorsqu'il partait à l'hôtel, il avait 500 francs. Voilà, payer l'hôtel, passage c'est 1000 francs. Donc il avait 500 francs. Comme il ne pouvait pas acheter payer les 1000 francs là, voilà pourquoi il allait chercher les 500 francs à la maison. Donc je coupe cette partie là. Donc il va à la fille, parce qu'il avait mangé, donc il veut l'amener au kiosque, mais il voit que la fille se dépêche, elle va devant. Donc il essaie de rattraper la fille, mais la fille continue toujours devant, il n'arrive pas à rattraper la fille, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un carrefour. Donc la fille tourne, donc il se dépêche pour regarder, il regarde tout sur le long, il ne voit pas la fille. Donc il est étonné. Il ne voit pas la fille. Et en même temps, il commence à réfléchir, en même temps, il commence à se souvenir de tout ce que la fille lui a dit auparavant. Et il se souvient de ce parfum que la fille a mis sur elle là. Ce parfum-là sentait mauvais. Et il se souvient encore de tout ce que la fille lui a dit par rapport à qu'elle est revenante, tout ça là, qu'elle est sortie, que c'est à cause des hommes comme eux, comme ça. Elle est sortie, mais comme lui, il est gentil. Voilà, donc elle ne veut pas lui faire du mal. Donc il a commencé à se souvenir de ça, Joe. Il est rentré à la maison en même temps. La morale, c'est pour dire quoi? Dans le monde dans lequel nous sommes, il y a un autre monde. Et ce monde-là, c'est le monde des spirituels. La journée, c'est pour le monde des vivants. Mais la nuit, c'est pour le monde des morts. Parce que la nuit, quand ils sortent, ils viennent chercher les victimes. Parce que la fille, quand elle était avec le frère, elle lui disait que c'est à cause de vous, comme ça, nous on sort. Ça vous dit quoi? Vous qui cherchez les femmes la nuit là, c'est à cause de vous, nous on sort. Donc pour dire aux jeunes sœurs ou bien aux jeunes frères de faire très attention. La nuit, si vous sortez, ne cherchez même pas à voir une fille quelque part là et puis vous allez dire non, que vous allez la prendre, vous allez sortir avec elle. C'est un piège. Et beaucoup sont tombés sur ce piège là. Lui, c'est Dieu qui l'a fait grâce. Voilà, donc vraiment c'est l'histoire que je voulais raconter. Merci beaucoup pour l'histoire, Jean. Comme là, tu as un autre. Hein? Ouais, j'ai un autre. Non, j'ai pas dit que tu... Tu vas m'envoyer la demande encore, okay. Tu vas remonter après. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. D'accord, donc il y a quelques années, juste pour préciser déjà, je viens d'une famille assez aisée, donc j'ai pas particulièrement de problème d'argent. J'ai commencé à traîner avec des filles avec qui j'étais dans le même lycée. Et ces filles-là me disaient souvent, non, tu es trop coincé, essaie un peu de te lâcher. Quand on sort, tu ne sors jamais et tout. Et j'ai vu qu'elles avaient... elles sortaient, elles faisaient ce qu'elles voulaient, elles arrivaient à s'amuser. Il y a la télé derrière toi. Il y a une télé derrière toi. Non. Mais ça fait un bruit bizarre là quand tu parles. D'accord. Une minute. Oui, je vais essayer d'enlever. Ouais, c'est mieux. Il faut retirer les écouteurs.
Là, c'est mieux? Ouais, c'est beaucoup mieux là. D'accord. Donc, ces filles-là me disaient souvent que je suis trop coincée, que je sors pas assez. Et à un moment donné, comme mon père il voyageait beaucoup et que je restais avec ma belle-mère à la maison, un jour j'ai dit à ma belle-mère que j'allais passer un séjour chez l'une de mes sœurs. Et comme ma belle-mère ne s'entend pas avec mes sœurs, donc elle pouvait pas appeler mes sœurs pour vérifier si réellement j'étais là-bas. Donc finalement, au lieu d'aller chez mes sœurs, parce que sachant que ma belle-mère ne pouvait pas vérifier, je suis allée passer un séjour chez mes copines. Parce que mes copines, elles vivaient seules. En tout cas, elles vivaient bien. Elles vivaient la vie que quand on est ado, on a tous envie de vivre. C'est-à-dire une vie où tu sors, tu rentres comme tu veux, tu n'as personne pour te surveiller. Donc, une fois en allant voir ma grande sœur, il y a un véhicule qui est passé devant moi. La personne a garé « Bonjour mademoiselle » et tout, et tout, et tout. J'ai discuté avec la personne, mais en toute sincérité, rien qu'en regardant la personne faisait peur. La personne avait tellement de bijoux partout. C'était un homme d'un certain âge. C'était une grande personne quand même, comparé à moi. Je pense que je devais avoir 18 ans, 19 ans, je sais plus. Un truc du genre. Ou moi, je sais plus. Bref. Donc du coup, la personne a commencé à me parler. Habituellement, je suis pas quelqu'un qui... J'évite de blesser les gens, mais ce jour-là, je sais pas pourquoi, je dis à la personne, pourquoi vous m'abordez et tout machin, vous voulez prendre quoi en moi? Des paroles méchantes en tout cas, que j'ai eu à donner à cette personne-là. Et puis il m'a dit non, faut te calmer et tout machin, prends seulement mon numéro, on ne sait jamais, un jour tu peux avoir besoin de moi. Ça ne te coûte rien de prendre mon numéro. Donc, j'ai pris le numéro, quand je suis rentrée à la maison, j'ai raconté à mes copines et tout, et mes copines m'ont dit non, tu es trop coincée et tout machin. Il n'y a pas à faire ça, essaie un peu de te lâcher, il va rien te faire, il va pas te manger et tout machin. Le monsieur a commencé à m'appeler. Après, ils m'ont dit non, envoie un message au monsieur. Je dis non, je peux pas, je saurais pas comment commencer. Donc, l'une de mes copines a pris mon téléphone, elle a envoyé le message au monsieur. Ils ont discuté en fait par SMS. Ils ont commencé à discuter par SMS et tout. Ils ont discuté et tout. En tout cas, elle a eu des conversations assez compliqué avec le monsieur et après le monsieur a dit d'accord, je t'invite, passe, on va bien s'asseoir, on va discuter et tout. Donc le monsieur m'a invité, je voulais pas partir, j'ai dit à ma copine que comme c'est toi qui as parlé avec lui, vas-y, va au rendez-vous avec lui. Elle me dit non, mais il sait qu'il a croisé la dernière fois, il sait avec qui il a discuté, donc si c'est moi qui y vais, il saura que c'est pas toi et tout, vas-y. Je dis d'accord. Elles m'ont dit non, tu sais, au cas où il voudrait te toucher ou te faire quoi que ce soit, nous on a une astuce, on met souvent une aiguille dans les cheveux et quand on met l'aiguille dans les cheveux et tout ça empêche en fait à ce que la personne puisse être en érection et tout. J'ai dit d'accord, donc j'ai suivi leurs conseils, j'ai fait ce qu'elles ont dit. Je suis allée au fameux rendez-vous. Il y a maintenant le bruit, c'est que c'est les enfants ou c'est quoi qui sont en train de crier derrière? Oui, j'ai fermé, c'est le balcon qui était ouvert. Donc du coup, je suis allée au rendez-vous. C'était un matin, je devais aller en cours. Elles m'ont dit non, mais le prof ne va pas venir et tout machin. On a parlé avec le prof, il va pas venir. Vas-y, va au rendez-vous. J'ai dit d'accord, je suis allée au rendez-vous. Lorsque je suis arrivée, il était 9h. Je suis arrivée devant le portail du monsieur, j'ai sonné, je l'ai appelé parce qu'il n'y avait pas de sonnette. Je l'ai appelé, il est venu, il a ouvert. Je suis rentrée. Il m'a montré un peu sa maison. Il y avait une dame qui était dans une salle, en fait. Elle était en train de repasser. Il m'a dit non, c'est la dame de ménage et tout. On s'est assis. Aux environs de 10h, il me dit non, j'ai vraiment une urgence, j'ai quelque chose à faire, je vais te laisser à la maison. Il y a la dame de ménage, donc il n'y a pas de souci. Laisse-moi juste le temps d'aller faire une course. Au plus tard, 11h, dans 1 heure, je suis là. Ne t'inquiète pas, il y a la dame qui est là. Et la dame était avec une petite fille, peut-être de 3-4 ans. Donc j'étais entre parenthèses, j'étais en confiance, entre parenthèses. Donc du coup, je suis restée là. Midi, 11h m'a trouvé là, midi, 13h, le monsieur ne revenait pas. Et à chaque fois que j'appelais le monsieur, il ne décrochait pas. Un moment donné, en disant d'accord, moi j'y vais. Le monsieur m'a envoyé un SMS
pour me dire non, ne t'inquiète pas, je vais arriver. J'ai juste le rendez-vous a pris plus de temps que prévu, donc accorde-moi juste le temps de terminer mon repas et puis j'arrive. J'ai dit d'accord. Et le monsieur, avant de partir, pardon, j'ai oublié cette partie-là, avant de partir, quand le monsieur me montrait la maison, hormis la pièce là où il y avait la dame, il m'a montré sa chambre. Et dans sa chambre, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de miroirs. Au total, 3 miroirs dans la chambre. Un miroir qui faisait face au lit, un miroir sur le côté gauche et un miroir qui était sur la droite. Mais en vrai, quand tu te positionnais au niveau des miroirs, quand tu es devant la porte, en fait, tu as la possibilité de voir la totalité de la chambre. Du coup, j'ai dit au monsieur, il me dit non, parce que moi j'aime bien me mirer et tout, machin. J'ai dit non, c'est pas vrai, parce que ta maison fait peur, en fait. Ta maison fait peur, c'est comme une maison de rituel et tout. Je sais pas pourquoi je dis ça, je juste dis ça comme ça. Et le monsieur m'a dit non, n'aie pas peur et tout, machin. Donc du coup, j'ai commencé à avoir peur, vu que je suis restée là jusqu'à 14 heures, j'étais seule. J'ai appelé mes copines et puis j'ai dit à mes copines que là où vous m'avez demandé de venir, là c'est bizarre, j'ai peur et tout machin. Elles m'ont dit non, il y a rien, fais toujours comme ça, tu as trop peur, reste, assieds-toi. En tout cas, si tu viens ici là, il faut vraiment que tu viennes avec une enveloppe, tu n'étais pas déplacé, cadeau et tout machin. J'étais là, j'ai commencé à avoir peur, mais je pouvais ni appeler mes parents ni appeler personne parce qu'on allait me demander qu'est-ce que je suis allée faire là-bas, je devais avoir des problèmes. Donc je me suis dit bon, c'est pas grave. Je vais essayer d'attendre jusqu'à ce que le monsieur vienne. Finalement, j'ai eu tellement peur au salon, je suis allée m'asseoir dans sa chambre. Ça, c'était même la fatale. Je suis allée m'asseoir dans sa chambre. La dame de ménage est venue aux environs de 14 heures. Elle me dit, bon, madame, je suis en train de partir et tout. Je lui dis, d'accord, elle est partie. 15 heures m'a trouvé là. J'avais tellement peur. J'ai continué à appeler le monsieur. Il ne décrochait toujours pas. Je me suis levée de la chambre parce que j'ai commencé à avoir peur. Je me suis mise devant la porte du couloir, en fait. Donc, devant la porte de sa chambre. Quand j'étais devant la porte de sa chambre, il y avait 3 portes en face de moi. Il y avait une première porte, là où il y avait la dame qui repassait, et il y avait une autre porte avec 2 autres portes fermées, en fait. Et je sais pas pourquoi, il y a un cœur qui me disait, ouvre la porte là, ouvre la porte là, ouvre la porte là. Et je me suis dit à moi-même, sauf si je deviens folle, je vais ouvrir cette porte. Dans le cas contraire, je ne peux pas ouvrir cette porte-là parce que si j'ouvre la porte là, je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. J'ai ouvert la porte du salon. Je suis sortie, je suis allée m'asseoir au salon. 16 heures m'a trouvé là. C'est à partir de 16 heures. Et pourtant, quand je suis rentrée dans la maison, j'ai quand même prêté attention à tout ce qui était au salon, etc., à la déco. Et soudainement, pendant que je suis assise, je vois un moukoukwé. Je sais pas ceux qui savent c'est quoi un moukoukwé, c'est des espèces de... comment appeler ça? Des espèces de petits génies qui dansent souvent dans des rites traditionnels là, mais là c'était en miniature en fait, à peu près genre 1 mètre. Et c'était posé au salon juste en face de moi. Je promets, je jure que quand je suis rentrée dans cette maison là, je n'ai pas vu ça. Le moukoukwé était en face de moi, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai commencé tellement à avoir peur que mes yeux ont commencé à tourner dans la salle. Et en tournant dans la salle, mon regard s'est posé sur le meuble qui était là. Et en se posant sur le meuble, l'étagère qui était là, j'ai vu poser sur l'étagère encore un autre moukoukwé. J'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. J'étais là, j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, je ne sais pas qui m'a envoyé ici. J'ai eu tellement peur, je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller me cacher dans la chambre. J'arrive dans la chambre, je m'assois. Dans la chambre, il y avait, comment on appelle? Il y avait un petit frigo à l'entrée de la chambre. Je promets, quand je suis arrivée, j'ai quand même prêté attention aux détails. Je n'ai pas vu. Même dans la chambre, j'ai vu un autre moukoukwé qui était là, qui était debout en train de me regarder. Pour ceux qui sont de mon pays, je ne vais pas donner le nom du pays, ce sont les petits moukoukwés de Lambaréné. Ceux qui ont le petit miroir sur le front avec le masque blanc et comment on appelle, les raffias partout. Donc j'étais là, pendant que je suis même en train de parler, là j'ai peur, je tremble. Et pourtant ça fait très longtemps. J'étais là, j'avais peur. Et dans la douche, j'ai commencé à entendre des bruits. Je me suis dit, Seigneur Jésus, je vais mourir aujourd'hui. Je n'arrêtais pas d'appeler le monsieur. J'appelais le monsieur, il ne répondait pas. J'envoyais des messages, je disais que mais pourquoi tu me laisses ici? Qu'est-ce que tu veux? J'étais tellement dépassée. Appeler, il ne décrochait plus. Je suis restée au salon, je me suis dit, moi, c'est pas grave. C'est pas comme si, pour ceux qui se demandent pourquoi je suis pas sortie de la maison, j'ai encore oublié ce petit détail-là. Quand la dame est partie aux environs de 15 heures et que je me suis rendu compte que je durais seule dans la maison,
Je me suis levée, j'ai essayé d'ouvrir la porte du salon. La porte du salon, c'est une baie vitrée et il y a des grilles dehors. Et les grilles étaient cadenassées. La grille du salon, là, elle était cadenassée. Je ne pouvais pas sortir. Je suis allée par la porte de la cuisine. La porte de la cuisine était fermée à double tour. Il n'y avait aucun moyen de sortir. Et du coup, je me suis même assise et je me suis posé la question, est-ce que c'était même la dame de ménage que j'ai vue là, est-ce que c'était même une vraie personne? Je me suis posé cette question. J'étais maintenant là, je me suis dit, Seigneur, qui m'a envoyé là-bas? Je ne pouvais sortir, je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais rien faire. Il y avait les grilles partout, toute la maison était bloquée. Finalement, j'ai gardé mon sang-froid, je me suis assise, j'ai commencé à prier, je commençais à dire, Seigneur, je jure, si tu me fais sortir d'ici, je promets, je vais rester tranquille, je vais rentrer à la maison, je ne vais plus rien faire. Prière sur moi comme ça. Finalement, aux environs de 20 heures, j'ai entendu la voiture du monsieur rentrer dans la concession, il a garé, il a ouvert la porte, il est rentré, il m'a trouvé dans la chambre. Oh non, ça va. J'ai dit que je ne sais pas ce que tu voulais me faire, hein. Mais ce que tu as voulu faire là, c'est nul et sans effet parce que tu ne me connais pas en fait. Tu ne sais pas d'où je sors, donc arrête de vouloir faire ce que tu veux faire. Je me suis levée, je lui ai dit je veux sortir. Il a fermé la porte à clé. Il m'a dit, tu veux sortir, tu veux aller où? J'ai dit, je veux rentrer chez moi. Je suis là depuis 10 heures du matin. Sache déjà que j'ai appelé mes parents. J'ai envoyé la géolocalisation et tout. Et que mes parents, j'ai l'une de mes soeurs qui travaille à tel endroit. Donc, ça veut dire qu'elle peut tracer facilement mon téléphone. Si tu essayes, sache que j'ai déjà tout dit à mes parents. J'ai donné l'adresse, etc., etc. Il m'a dit, non, il n'y a pas de problème. Tu vas partir et tout. Mais tu peux pas partir comme ça. Tu es venu passer la journée avec moi. Il faut bien que je te touche un peu et tout. J'ai commencé à pleurer que non, je ne veux pas, s'il te plaît, laisse-moi partir. Il m'a dit non, tu es déjà là en fait. Ça va se faire vite fait et tout. Et puis tu pars. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je me suis laissé faire. Il m'a touché et tout machin. Il m'a pénétré. À un moment donné, j'ai vu qu'il a fait un geste bizarre. Donc du coup, je me suis poussée. Et j'ai vu qu'il avait enlevé son préservatif. Et je lui ai dit non, en fait, tu vas pas faire ça. Parce que je ne sais pas ce que tu veux mettre en moi. Mais de toute façon, je me suis levée, je me suis habillée. J'ai dit peu importe ce que tu veux faire. Habille-toi déjà. Parce que je veux sortir, je veux rentrer chez moi. Il me dit non, pourquoi tu fais ça? Je dis si tu n'ouvres pas la porte. Après, je lui ai donné mon nom de famille. Je lui ai donné mon nom de famille. Je lui ai dit, je pense quand même que tu n'es pas sans ignorer qui je suis. Donc maintenant, si tu essaies, tu sais ce qui peut t'arriver. Il s'est levé, il a ouvert la porte, il m'a dit monte dans la voiture, je vais te déposer. Il est allé, il m'a déposé, il m'a donné une enveloppe. Quand je suis arrivée, je remis l'enveloppe à mes copines, j'étais en train de pleurer et tout machin. Et mes copines m'ont dit non, mais il y avait rien, tu as commencé à abuser et tout machin, tout se passe dans ta tête, tu es trop coincée et tout. Quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, oui, je suis têtue. Quelques semaines plus tard, l'une de mes copines m'explique un problème et tout. Je savais pas qu'elle avait pris mon téléphone, qu'elle avait pris le numéro du monsieur et qu'elle avait écrit au monsieur. Donc elle me dit non, est-ce qu'on peut, est-ce que je veux faire des tirages, je veux faire des recherches sur internet et tout. Il se faisait tard, il était peut-être 20h, 21h. Et à l'époque là, c'était les cybercafés. Donc elle me dit non, je veux faire des recherches, je dois rendre un devoir demain, donc c'est vraiment urgent. Est-ce qu'on peut aller imprimer quelque part? Je lui dis mais maintenant tu veux qu'on aille faire ça où la nuit comme ça? Elle me dit non, mais on va chez ton gars là et tout machin. Je dis moi je ne pars plus là-bas, j'ai peur. Elle me dit non, il y a rien, allons et tout machin. Je lui ai dit non, mais j'ai peur en fait. Elle me dit non, allons. Je dis bon, j'ai pris mon courage demain et pourtant je savais ce que j'avais vécu. Je savais à quel point ça m'avait traumatisé, mais pour faire plaisir à mes copines parce que je voulais être genre au même niveau que les autres, genre celle qui sort, celle qui fait la fête et tout. J'ai pris mon courage à demain. J'ai appelé le monsieur que non, il y a ma copine qui veut faire une recherche. Est-ce qu'on peut venir? Il me dit oui, il n'y a pas de problème, viens. Voilà comment on prend le taxi, on arrive là-bas. Quand on arrive là-bas, elle va dans la chambre là où il y avait la dame de ménage la première fois. Elle fait ses recherches, il imprime les documents, il nous remet les documents. Après, il dit non, il y a la dame de ménage qui a fait à manger, on va s'attabler, on va manger. Et moi, j'ai pas eu le courage de manger parce que j'avais peur. Et à un moment donné, pendant que j'étais là en train de tourner et que eux ils sont entre parenthèses allés dans la chambre pour imprimer les fameux documents, en entrant dans la chambre, j'ai constaté que ma copine n'était plus dans la chambre où il fallait imprimer les documents. Elle était dans l'autre chambre, dans la chambre du monsieur. Ils étaient en train de faire des choses.
Du coup, j'étais surprise en fait. Je dis à ma copine, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Elle me dit non. En fait, c'est pas comme si elle était nue, comme si lui aussi il était nu, mais ils étaient allongés dans la chambre. Quand je suis arrivée, ils ont eu genre une posture de. Ils ont bougé en fait. Donc en vrai, je ne sais pas réellement ce qui se passait là-bas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici et tout. Elle me dit non, il y a rien et tout machin. Après, le monsieur me dit non. Est-ce que vous pouvez passer la nuit ici? Je dis je ne passe pas la nuit ici. Je rentre chez moi. Le monsieur me dit d'accord, il n'y a pas de problème. Après, il sort une enveloppe, une lourde enveloppe, et il dit je veux que vous puissiez. Ta copine m'a dit qu'elle vit seule et tout, qu'actuellement tu es chez elle. Je voudrais que vous puissiez prendre une maison. Je vais vous louer la maison et tout machin. Je lui ai dit que la dernière fois, je t'ai déjà donné mon nom de famille. Je t'ai dit que je n'ai pas besoin de ton argent et tout. Si je suis venue, c'est vraiment parce qu'elle a insisté. Donc arrête, je ne veux pas. Voilà comment finalement ma copine et moi on s'est levés, on est partis. Quand on est parti, le lendemain matin, elle était à l'école, moi j'étais restée à la maison. Elle m'appelle, oh non s'il te plaît. Tu as mis ta main sur ton micro, arrête bien ton téléphone s'il te plaît. D'accord. Quelques minutes, le lendemain matin, elle m'appelle, non s'il te plaît, j'ai oublié quelque chose chez le monsieur, j'ai oublié ma carte scolaire, je suis dehors à l'école, je ne peux pas rentrer. Est-ce que tu peux aller chez le monsieur pour récupérer ma carte? Je dis que comment ça tu as oublié ta carte? Je dis ah mais appelle le monsieur vu que il t'a donné son numéro. Appelle le monsieur pour qu'il vienne te déposer ta carte. Oh non, là j'ai comment on appelle, j'ai devoir ce matin, je suis vraiment coincée, je suis devant l'école, je ne peux pas rentrer. S'il te plaît va chez le monsieur récupérer ma carte scolaire. J'ai dit d'accord. Je me suis levée, j'ai pris le taxi, je suis arrivée chez le monsieur. C'est comme si le monsieur savait. Dès que je suis arrivée, j'ai trouvé des gens qui étaient en train de faire des travaux là-bas. Donc, je suis directement rentrée. Dès que je suis rentrée dans le salon, j'ai trouvé, il a mis maintenant un aquarium. En tout cas, un grand aquarium. Et à l'intérieur, il a mis un moukoukou qui a genre la taille d'un être humain qui était assis. Et devant le moukoukou là, il y avait, comment on appelle, une assiette blanche avec la poudre à l'intérieur et des pièces rouges. Et après, il y avait une bougie rouge, une bougie blanche et une bougie noire. Et je lui ai demandé, mais c'est quoi ça? Il me dit non, c'est pour mes invités qui viennent souvent me rendre visite. J'ai dit d'accord, bref. Je suis venue juste récupérer la carte scolaire de ma copine. Il me dit, mais ta copine n'a pas laissé sa carte scolaire ici. C'est moi qui ai envoyé le message à ta copine pour dire à ta copine que je voulais que tu viennes. Et comme on savait que si je t'appelais normalement, tu ne serais pas venue, c'est pour ça que je me suis permis de passer par ta copine et tout. J'ai seulement pris mes pieds. Et je suis partie. Quelques jours, quelques semaines ou quelques mois après, je ne sais même plus, quelques mois après, parce qu'après je suis rentrée chez ma copine, j'ai récupéré mes affaires, je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas dit à mes parents, j'ai gardé ça pour moi. Quelques mois après, on sort avec ma copine et elle me dit, déjà elle m'a dit un truc plusieurs fois, elle me dit, c'est bizarre hein, parce que j'ai des jumeaux. Elle me dit, tes enfants te protègent beaucoup. Hein. À chaque fois qu'elle m'a toujours dit ça, j'ai jamais prêté attention. Je me suis dit que non, c'était juste une manière de parler. Donc une fois on sort, attends. Je ne l'avais pas invité, elle j'avais invité une autre amie à moi parce qu'elle et moi ne s'entendaient plus. Hello. J'avais déjà des jumeaux. Oui, j'avais déjà des jumeaux avant d'aller chez le monsieur. J'avais déjà des jumeaux avant d'aller chez le monsieur. Que moi après, et elle a commencé à me dire genre tu as trop de chance de pluie en fait. C'est pas genre, elle a commencé à me dire, elle me disait souvent beaucoup de petites choses sur lesquelles je prêtais pas attention. Avec le temps et le recul, tu te rends compte que c'était des paroles pas très gentilles. Donc j'invite une amie à sortir et je retrouve et elle vient avec la copine en question. Quand la copine en question arrive, oui, j'ai eu mes jumeaux à 18 ans. Donc quand la copine en question arrive, elle me dit non, je sais que tu ne me parles plus parce que j'ai couché avec X et je suis là, je suis choquée parce qu'elle parle du monsieur. Je lui dis, je ne savais pas, mais comme c'est le cas, tant mieux pour toi. Je n'ai plus rien à voir envie d'affaire. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi en fait. Je veux que tu me laisses tranquille. Et c'est comme ça que elle et moi, notre amitié s'est arrêtée là parce que avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que par exemple, quand j'étais en couple avec quelqu'un, elle voulait obligatoirement être aussi en couple avec la personne. Elle m'a fait le coup plusieurs fois. Et à chaque fois, je banalisais, je laissais tomber, je me disais que non, ce n'est que ma copine, c'est moi qui ai les mauvaises pensées et tout. Donc tout ça là juste pour dire à certaines personnes que les personnes avec, il faut, comme tu disais tout à l'heure en fait, il faut prêter attention aux mots des gens.
il faut vraiment prêter attention aux mots des gens parce que souvent la personne te dit quelque chose qui a tout son sens et tu es là, tu acceptes ou bien tu rigoles, tu banalises parce que tu te dis c'est mon ami, c'est mon frère, c'est X, c'est Y, c'est Z. Aujourd'hui, je vis plus dans mon pays, je vis dans un autre pays, ça doit faire 6 ou 7 ans maintenant, mais elle arrive toujours à trouver le moyen de créer des problèmes au pays, ce qui fait que quand je rentre, souvent je me retrouve dans des situations compliquées parce qu'on me dit non, ta copine a dit ça, que tu as dit ça, alors que ça fait plus de 7 ans, plus de 10 ans qu'on n'est plus amis. Faisons attention aux personnes qu'on croise, faisons attention, ne soyons pas aveuglés par la vie que les autres vivent en fait. Vouloir la liberté quand on est ado, c'est bien, mais à quel prix? Parce que j'aurais pu y laisser ma vie. Je me suis toujours dit que peut-être que le monsieur n'était jamais sorti de la maison. Peut-être qu'il était là, il m'observait, il attendait juste que je fasse quelque chose qui aurait pu lui permettre de prendre mon âme ou de prendre je ne sais pas quoi en moi. Dieu seul sait même s'il n'a pas pris quelque chose. Il n'y a que Dieu qui sait. Vraiment, soyons vigilants, prêtons attention à tout et ne soyons pas amis à tout le monde. Donc c'était juste ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Oui, ils ont eu une histoire ensemble pour les questions. Allez commenter.